On est habitué maintenant à insister sur les différences. La psychanalyse y a contribué. Freud, avec son troisième essai sur la théorie sexuelle, la métamorphose de la puberté. On a peut-être compris trop facilement ce qu'était la métamorphose de la puberté. On a voulu comprendre ça comme si il s'agissait de la puberté physiologique qui était en soi une métamorphose. Il est exact que c'est un changement qui concerne le corps, mais le terme de Freud n'est pas exactement celui-là. Il le déploie dans son essai. Ce qu'il indique, c'est que la puberté introduit des changements. Et il explore ces changements par rapport à ce qu'était la sexualité pour l'enfant. La sexualité telle que lui-même vient de la découvrir, de l'élaborer, de la construire. Une sexualité qui est au fond le destin de la pulsion et l'inscription de la pulsion pour le sujet enfant. Il va montrer dans son essai son troisième essai sur les changements qui sont introduits par la puberté, il va montrer que c'est une nouvelle économie de satisfaction qui s'installe pour la pulsion. C'est une économie tout à fait singulière, d'une certaine façon, qui semble l'étonner lui-même, Freud, au moment où il l'élabore, puisque c'est une économie qui soudain met l'ensemble des pulsions sexuelles, celles de la sexualité infantile, au service d'une autre satisfaction. Freud a du mal à définir de quel ordre, de quelle nature est cette autre satisfaction. Et finalement, il trouve une comparaison qui nous parle beaucoup à nous aujourd'hui, formés par Lacan. La comparaison qu'il amène, c'est que la satisfaction qui est nouvelle, le plaisir de satisfaction, comme il l'appelle, qui s'introduit de façon nouvelle dans le corps du sujet qui est aux prises avec la puberté, c'est comme le mot d'esprit. C'est comme le mot d'esprit, c'est où soudain une signification nouvelle surgit avec un matériel signifiant qui paraissait banal. Eh bien, le nouveau plaisir de satisfaction, Freud fait la comparaison en disant que la façon dont les pulsions partielles se mettent au service de ce nouveau plaisir de satisfaction, c'est l'équivalent d'un mot d'esprit, d'un Witz. Et nous, ça nous parle beaucoup, parce que, bien sûr, Lacan nous a appris à reconnaître dans le travail signifiant du mot d'esprit un moteur, le moteur de mobilisation de la jouissance qui est liée au signifiant. Donc, on a là un grand schéma, un grand modèle pour penser le passage, comme vous l'indiquez dans votre question, le passage de l'enfance à l'adolescence, comme un mot d'esprit. Voilà. Et ça ouvre finalement plus d'ouverture que de penser ça comme uniquement une transformation du corps anatomique ou de la physiologie qui ne vient pas à l'idée des psychanalystes de contester, bien entendu. Quelles conséquences cela va avoir? Conséquence, c'est que la découverte de ce nouveau plaisir de satisfaction, désormais,
n'a rien d'automatique. Ça n'est pas comme la pulsion partielle, orale, anale, scopique, invocante, qui à tous les coups vient appareiller le corps. Cette nouvelle jouissance, si nous lui donnons son nom lacanien, est soumise à la rencontre, à la contingence des rencontres, et l'adolescent, le sujet adolescent, lui, peut user d'un certain nombre de stratégies par rapport à cette rencontre. Il peut la vouloir, il peut la craindre, il peut s'en méfier, il peut se sentir persécuté par cette rencontre qui est à l'horizon. Il peut vouloir garder ça pour plus tard, il peut vouloir anticiper. Il y a de multiples stratégies possibles du sujet par rapport à cette rencontre contingente, et il se vérifie qu'elle arrivera toujours par surprise, quel que soit le calcul du sujet. Donc c'est un passage qui a à la fois la structure du Witz et en même temps la structure de l'événement inattendu. C'est ainsi que aujourd'hui je répondrai à votre question. Alors, l'âge du désir, ça a un côté un peu romantique, disons, dans le discours courant. Et nous sommes quelquefois psychanalystes, pas mécontents de pouvoir reprendre les signifiants du discours courant pour les mettre en valeur et leur donner toute leur ampleur. Et le terme de désir, évidemment, mérite qu'on lui donne toute son ampleur, comme Lacan le fait dans son séminaire 6. Partons de ceci, justement, dans le séminaire 6. Quand Lacan use de cette formule, maintenant bien connue des lacaniens, mais pas forcément des adolescents, le désir, c'est son interprétation. Qu'est-ce que cela indique? Ça indique qu'il n'y a de désir que de la façon dont le sujet se situe par rapport à ce dont il est question pour lui à un moment donné. Et c'est pour cela que l'on peut dire que l'adolescence, c'est l'âge du désir, puisque l'adolescence, c'est le moment où, socialement, corporellement, comme nous l'indiquions tout à l'heure, un être parlant est appelé à se déterminer au-delà de l'autorité des parents. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand nous sommes enfants, à tout moment, ce qui se passe, ce qui nous traverse, qui concerne notre image, qui concerne notre position dans le monde, ce qui concerne la satisfaction qui nous traverse. Nous pouvons toujours nous référer à la présence des parents. Par exemple, prenez l'homme au rat qui va se plaindre à sa mère d'avoir ses premières érections, par exemple. C'est plus rare à l'adolescence. À l'adolescence, il est commun de dire que le sujet s'engage, va se trouver engagé par les décisions qu'il va prendre chaque fois qu'il s'avance dans la voie de son désir. S'engager dans la voie de son désir, on fait connaissance de la voie de son désir dans la mesure où on fait un pas, puis un autre, puis un autre. Bon. Alors, c'est vrai que l'adolescence, c'est l'âge du désir, mais c'est très contesté aujourd'hui, finalement. C'est très contesté parce que l'âge du désir, la voie du désir, le chemin du désir, c'est la voie, disons, indiquée par le phallus et la castration. Mais c'est très contesté par d'autres voies,
On peut dire que l'adolescence, c'est la voie de la prescription de la jouissance par les discours qui environnent les jeunes gens et les jeunes filles. Hein. Vous avez le droit et même le devoir de jouir de tous les objets qui sont offerts à votre consommation. Et donc, il est important pour les psychanalystes à la fois de faire entendre que la voie du désir existe, mais pour cela, il faut qu'eux aussi ils entendent que les jeunes gens et les jeunes filles sont confrontés à la voie de la jouissance qui résonne et qui s'offre aux jeunes gens et aux jeunes filles auxquels ils ont affaire, alors que nous, plus anciens, ça ne se présentait pas de la même façon. Ça se présentait dans le domaine, justement, marqué par le désir, de l'interdiction, de la culpabilité et de l'angoisse. Ce qui a changé, c'est dans le fil de ce que je vous disais, ce qui a changé, c'est que les adolescents arrivent confrontés à des impacts sur le corps qui leur sont étrangers. Je pense à un jeune homme, par exemple, qui, au moment où il prépare la dernière classe de son lycée, la terminale, comme nous appelons en France, donc où il doit terminer quelque chose pour passer à autre chose, se met à se scarifier cruellement, de façon très cruelle. Très cruelle, ça veut dire que ça saigne. Et c'est un jeune homme que je connais depuis longtemps quand ça lui arrive, mais il a traversé des périodes difficiles déjà, en particulier quand il avait eu l'occasion d'aller chez un correspondant, comme on dit, en Allemagne, où là-bas, il s'est senti très persécuté par la famille de son correspondant, et où il a fallu, par le téléphone, par Internet, se mettre en relation avec lui. Moi, je me suis mis en relation avec lui de façon à ce qu'il puisse rentrer rapidement, et nous avons pu éviter des choses plus catastrophiques. L'entrée au lycée avait été pour lui une issue favorable parce qu'il trouvait là un milieu où ses particularités à lui étaient logeables, où il pouvait trouver une place pour ses particularités physiques, mentales, dans sa façon d'être au monde, d'être solitaire, c'était bien accepté. Et pourtant, au moment où arrivait la terminale, la fin de ça, il commence à faire ça. Ce garçon va s'arranger pour que une jeune fille de sa classe remarque les pansements qu'il a. Pourquoi? Parce que cette jeune fille, c'est celle dont il avait remarqué qu'elle avait elle-même, qu'elle se faisait des petites traces avec son compas, beaucoup moins grave. Et donc, il a fait connaître à cette jeune fille-là, cette jeune fille l'a fait connaître à l'infirmière de son lycée, et à ce moment-là, l'infirmière lui a conseillé de venir m'en parler. Ce qu'il a fait, il a parlé de ce moment-là. Que faire par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à ce symptôme singulier? Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne peut pas le dire. Il peut dire uniquement que c'est au moment de plus grand malaise qu'il peut faire ça et que cela produit un effet de soulagement. Alors nous décidons d'un dispositif entre le médecin scolaire, l'infirmière, les parents et mon téléphone, moi au téléphone, de façon à ce que
Quand il est au lycée, quand le malaise devient trop fort, il peut aller voir l'infirmière. Quand il est chez ses parents, quand le malaise est trop fort, il peut me téléphoner, de façon à ce que cet acte insensé, qui n'a pas de place pour lui dans, dans sa vie, dans sa mentalité, que cet acte trouve quand même une place dans une petite unité sociale. À partir de là, j'ai pu travailler avec lui, dans la mesure où cette dimension était apaisée, pour chercher avec lui de quel ordre était le malaise dont il souffrait. Oui. C'est un malaise tout spécial. C'était en effet que depuis toujours, il s'arrangeait pour avoir dans la tête une pensée heureuse pour le lendemain, de penser à un événement heureux qui pourrait peut-être lui arriver le lendemain en fonction de son emploi du temps. Et comme ça, il pouvait passer d'un jour à l'autre. Et là, avec l'idée que son année scolaire allait se terminer, il n'avait plus la possibilité d'imaginer le monde dans lequel il allait entrer. Il ne pouvait pas imaginer d'événements heureux qui pourraient lui arriver. À ce moment-là, ce trou dans le temps, dans son temps vécu, a fonctionné pour lui comme quelque chose en trop, quelque chose qui est venu retomber sur lui, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se scarifier, c'est-à-dire à marquer sur son corps ce qui ne pouvait pas se marquer ailleurs pour lui, dans sa mentalité, dans son inconscient et dans sa parole. Mais néanmoins, par ce détour, qui au départ était extrêmement inquiétant, il a pu arriver à énoncer le malaise mélancolique dans lequel il vivait depuis qu'il était enfant, qu'il n'avait jamais pu dire jusqu'alors. Au fond, ça donne une bonne idée de la façon dont se présente actuellement le malaise à l'adolescence. C'est un malaise qui d'abord prend possession des corps, bien souvent, et qui fait taire la parole. Et donc, il faut accompagner le jeune homme ou la jeune fille qui est là, là où le combat a lieu. Et on ne peut pas déplacer les choses, dire « Oh, tout ça n'est pas grave, parlez-moi de votre papa et de votre maman ». Donc, il faut aller là d'abord sur ce terrain, examiner les conditions de survenue de cela, ne pas chercher forcément le sens que ça a, mais trouver comment cet événement, arriver à le border, arriver à trouver un discours qui l'entoure, et à partir de là, on peut commencer à travailler. C'est pareil, par exemple, pour cet autre grand phénomène que l'on appelle la phobie scolaire. Ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ne peuvent plus franchir le seuil de leur lycée ou de leur collège. Et là aussi, il y a ce même type de travail qu'il faut faire, parce que soudain, leur corps n'a plus de place à l'intérieur de cet espace social, et s'ils rentrent, ils sont bombardés par les regards, bombardés par des voix qui se moquent d'eux, des regards qui les persécutent, et il faut aussi faire comprendre à leur entourage qu'il faut respecter ce temps, et à partir de là reconstruire avec l'adolescent un nouveau discours qui inclut
cet événement nouveau. Voilà.